À 11h47, le 29 mai 1943, le capitaine James Hartwell monte dans le cockpit de son B-17 à la base de la RAF Alconbury, pendant que l'équipe au sol termine d'installer la dernière bande de munitions de calibre .50 dans la 17e position de tir du bombardier modifié. À 26 ans, avec déjà 42 missions de combat derrière lui, Hartwell connaît parfaitement la forteresse volante, mais il n'a aucune expérience sur la version expérimentale qu'il s'apprête à piloter. Le YB-40, dont il prend aujourd'hui les commandes, est beaucoup plus lourd et plus chargé que tous les appareils qu'il a pilotés jusque-là. Dans les 3 mois précédents, l'Eighth Air Force a perdu 173 B-17 au-dessus de l'Europe. Sans escorte à long rayon d'action, les bombardiers sont régulièrement pris pour cible sur le chemin du retour. Les Focke-Wulf 190 attaquent depuis la position 12 heures, un secteur où les armes de nez du B-17 ne peuvent pas pivoter assez vite. Les Messerschmitt 109 traversent ensuite la formation et éliminent systématiquement les appareils qui commencent à décrocher. Les équipages surnomment cette zone le couloir de la mort, et près de la moitié d'entre eux n'atteint jamais les 25 missions nécessaires avant de rentrer aux États-Unis. Pour les ingénieurs, la solution paraît simple. Si les chasseurs alliés ne peuvent pas accompagner les bombardiers jusqu'en Allemagne, alors il faut transformer un bombardier en plateforme d'escorte fortement armée. Un B-17F est donc entièrement modifié. Les bombes sont retirées, le poste du bombardier est remplacé par une tourelle de nez à double calibre, .50, une seconde tourelle dorsale est ajoutée, les mitrailleuses latérales simples sont remplacées par des montages doubles et plusieurs armes supplémentaires sont installées sur l'avant du fuselage. La capacité en munitions est triplée, dépassant les 11 275 cartouches, et des plaques de blindage renforcent les principaux postes de tir. Au total, l'avion embarque 16 mitrailleuses Browning de calibre .50. Il reçoit l'appellation YB-40, bientôt surnommé Flying Destroyer, le destructeur volant. En mars, les usines Douglas de Tulsa livrent 12 exemplaires convertis. Le 92e Bombardment Group, basé à Alconbury, les reçoit début mai. Le colonel William Reed sélectionne 7 équipages pour ce premier test opérationnel et Hartwell se voit attribuer l'appareil 42-597-38, rapidement baptisé Hedgehog par son équipage. Dès les premiers vols, un problème majeur apparaît. Un B-17F standard atteint 20 000 pieds en 25 minutes. Le JB-40 met 48 minutes pour la même altitude. Le manche est plus lourd, l'avion répond lentement et l'un des pilotes d'essai avait déjà averti Hartwell. Le centre de gravité est déséquilibré par la masse importante de munitions stockées derrière la soute à bombe. En revanche, la puissance de feu est impressionnante. La tourelle de nez peut repousser un chasseur ennemi avant même qu'il n'arrive à portée de tir. Et tous les angles morts habituels sont couverts par des champs de feu croisés. Le briefing du jour est clair. Escorter la formation principale jusqu'à Saint-Nazaire, où les bombardiers doivent frapper les installations de sous-marins allemandes. Les 7 YB-40 sont placés dans les positions les plus vulnérables de la formation, notamment à l'arrière et dans les groupes inférieurs, là où les chasseurs de la Luftwaffe attaquent habituellement avec insistance. À 13h25, Hartwell démarre les moteurs. Les 4 Wright Cyclone tournent régulièrement. La tour de contrôle autorise le décollage à 13h50 et Hedgehog s'élance sur la piste, suivi de 168 autres B-17. L'heure prévue d'arriver sur l'objectif est 16h00. La formation atteint la côte française à 15h30 et les premiers éclats de flak apparaissent au-dessus de Guernesey. La radio signale que des chasseurs allemands décollent des terrains proches de Rennes, tandis que le mécanicien de bord constate une consommation de carburant supérieure aux prévisions. Le YB-40 brûle davantage pour monter et maintenir l'altitude. Saint-Nazaire apparaît à 16h02. Les bombardiers larguent leur charge et entament immédiatement leur remontée. Les B-17 standards, soudain allégés, accélèrent et gagnent rapidement de l'altitude. Le YB-40, lui, reste lourd et peine à suivre. Même en poussant les gaz, Hedgehog plafonne à 148 miles à l'heure, tandis que la formation principale file à 160 miles à l'heure. Le mécanicien, le sergent Paul Morrison, observe la température culasse du moteur numéro 3 grimper dans la zone critique. Il réduit les gaz pour éviter une surchauffe et la vitesse descend à 142 miles à l'heure.
La formation s'éloigne désormais de 3 puis 4 miles. Les autres UIB-40 subissent le même sort. Tous commencent progressivement à décrocher. À l'arrière du fuselage, le sergent Frank Delaney signale des traînées. Les chasseurs allemands s'approchent rapidement, profitant de l'écart grandissant entre Hedgehog et la formation principale. À bord, Hartwell ordonne à chaque poste de tir de se préparer. La tourelle de nez annonce une visibilité dégagée, la tourelle supérieure pivote sans à-coups, la tourelle ventrale confirme son bon fonctionnement et les deux mitrailleurs latéraux vérifient leur montage double. Chacun sait que le YB-40 ne pourra compter que sur sa puissance de feu pour survivre aux minutes qui suivent. Le premier Focke-Wulf 190 attaque depuis la position 5 heures, en légère plongée, à une distance initiale d'environ 1200 yards. Le mitrailleur arrière ouvre le feu en premier, réduisant sa distance de tir à 800 yards. Les traçantes convergent vers le chasseur, et le pilote allemand interrompt immédiatement son attaque, préférant remonter en altitude plutôt que de risquer une approche plus serrée. Ce premier contact montre clairement que le YB-40 ne se défend pas comme un B-17 standard. Un second assaut arrive presque aussitôt. Deux Focke-Wulf plongent depuis la position 11 heures en formation serrée. Le tireur de la tourelle de nez verrouille le premier appareil et déclenche une rafale de 4 secondes. Les impacts traversent le capot moteur du chasseur qui laisse aussitôt échapper une épaisse fumée noire. L'avion bascule et entame une descente incontrôlée vers la mer. Depuis sa position latérale, Delaney confirme la destruction. Le second appareil, constatant les dégâts subis par son ailier, rompt l'attaque et remonte. Pendant les 6 minutes suivantes, plusieurs attaques tentatives se succèdent. 3 chasseurs approchent, mais à chaque fois, les pilotes allemands renoncent avant d'entrer dans la zone de tir optimale. Les 16 mitrailleuses du IBARB-40 créent un réseau de feu si dense qu'aucun chasseur expérimenté n'ose s'y aventurer. Sur le papier, le concept semble tenir toutes ses promesses. Un bombardier lourd capable d'imposer une défense redoutable contre des intercepteurs rapides. Mais la réalité opérationnelle impose un constat plus sombre. Malgré son efficacité, Hedgehog perd toujours plus de terrain. La formation principale est maintenant à 6 miles, puis 7. À cette distance, Hartwell distingue à peine les silhouettes des autres bombardiers dans la brume de l'après-midi. Le rôle même du YB-40, pensé comme un protecteur, devient impossible à remplir. L'escorte tombe irrémédiablement en arrière. Morrison vérifie à nouveau la consommation de carburant. Les chiffres sont inquiétants. Le YB-40 a brûlé environ 800 gallons de plus que prévu lors de la montée et des premiers engagements. À ce rythme, il leur reste environ 90 minutes de vol, alors que la formation principale sera probablement au sol dans un peu moins de 70 minutes. Il devient évident que Hedgehog reviendra seul, bien après tout le monde. Une nouvelle paire de Focke-Wulf apparaît à 2 heures. Cette fois, les pilotes ne se retirent pas. Ils ont compris que le YB-40 n'est pas seulement plus lent, il l'est désormais de façon irrémédiable. Ils adoptent alors une tactique classique contre les traînards. Ils volent en cercle autour de l'appareil, évaluent sa vitesse réelle, observent sa trajectoire et attendent le moment idéal pour lancer des attaques coordonnées depuis plusieurs axes simultanément. Hartwell tente une dernière poussée en avant, mais le moteur numéro 3 monte immédiatement en température. L'aiguille grimpe dans la zone rouge. Morrison l'observe sans un mot. Si le moteur surchauffe davantage, il risque une défaillance majeure. Le YB-40 ne peut plus accélérer, piégé par son propre poids et la traînée supplémentaire causée par l'armement. L'attaque principale survient à 16h43. 3 Focke-Wulf surgissent en même temps. L'un arrive par la droite en altitude, un autre par la gauche en basse altitude, et le dernier se présente directement à 12 heures, en approche frontale. Avec un appareil aussi lourd, Hartwell ne peut pas espérer une manœuvre d'évitement efficace. Il maintient son cap et sa vitesse, comptant sur la coordination de ses mitrailleurs. Les tourelles s'animent simultanément. La tourelle de nez se verrouille sur l'assaillant frontal. La tourelle supérieure pivote vers la droite. La tourelle ventrale suit le chasseur de gauche. Les mitrailleurs latéraux ouvrent le feu dans leurs secteurs respectifs. Le plancher du fuselage se couvre rapidement de douilles et la structure entière vibre sous l'effet combiné des tirs de 8 armes de calibre .50 à la fois. Le chasseur frontal est frappé directement et décroche en spirale.
Le pilote de droite abandonne son attaque, mais celui qui approche par la gauche maintient sa trajectoire et ouvre le feu. Ses obus de 20 mm touchent net l'aile droite du IB-40. Un conduit hydraulique se rompt et Delaney observe un jet de fluide sur la vitre du sabord. Le train d'atterrissage droit devra désormais être sorti manuellement. Morrison inspecte de nouveau les jauges. À leur vitesse actuelle, il leur reste environ 72 minutes de vol, juste assez pour atteindre Alconbury si aucune autre avarie ne survient. La formation principale est maintenant à 8 miles. Le JYB-40 est complètement isolé au-dessus de la France occupée, avec plusieurs chasseurs encore visibles à distance. C'est alors que la radio s'active. Le capitaine Richard Hayes, du 305e Bomb Group, se signale. Il pilote lui aussi un UYB-40 et son appareil a commencé à décrocher comme Hedgehog. Hayes propose de se regrouper, estimant qu'un feu défensif combiné de 32 mitrailleuses pourrait décourager même les attaques les plus agressives. Hartwell accepte immédiatement. Hayes descend de 21 000 pieds pour rejoindre l'altitude de Hedgehog, stabilisée à 19 500 pieds. Autour d'eux, les Focke-Wulf élargissent leur trajectoire. Ils observent les deux appareils lourdement armés. Ils comprennent qu'une attaque improvisée serait risquée, mais ils savent aussi que les deux AGB-40 ne peuvent ni accélérer ni rejoindre leur formation. Leur stratégie est simple, attendre le moment où l'un des deux ralentira encore, puis frapper. À 17h07, Hartwell franchit la côte française. La Manche s'étend sous eux, grise et calme. Il reste 53 miles avant la côte anglaise, ce qui équivaut à un peu plus de 40 minutes de vol dans les conditions actuelles. Mais les moteurs chauffent et les appareils commencent une lente descente. 19 000 pieds, 18 800, 18 600. Le poids massif de l'appareil et les dommages accumulés rendent la tenue d'altitude de plus en plus difficile. Puis Hayes signale un nouveau problème. La pression d'huile de son moteur numéro 2 chute dangereusement. Il doit réduire les gaz pour éviter une casse moteur, ce qui ralentit encore son YYB-40, désormais limité à 138 miles à l'heure. Les deux appareils continuent tant bien que mal, espérant que les chasseurs ne les suivront pas au-dessus de la mer. Mais cet espoir est rapidement contredit. À 17h22, deux Messerschmitt 109 apparaissent à 6h, en position de chasse. Ils descendent rapidement et semblent déterminés à les intercepter. Les deux Messerschmitt 109 descendent rapidement sur les deux IB-40. Leurs pilotes ont parfaitement compris la situation. Deux bombardiers ralentis, isolés, incapables d'accélérer et encore loin de la côte anglaise. Les chasseurs allemands adoptent une tactique éprouvée. Une plongée initiale à haute vitesse pour tester la défense, suivie de passes répétées visant les zones vulnérables de la queue et des ailes. Le mitrailleur arrière de Hedgehog, le sergent Raymond Cack, âgé de 24 ans, prépare sa position. Ancien champion local de tir sur cible mobile dans l'Ohio, il a une grande précision, mais jamais il n'a dû suivre des appareils approchant avec une telle vitesse. Le Messerschmitt de tête réduit la distance. À 600 yards, Cack ouvre le feu, mais le pilote allemand manœuvre habilement, se déplaçant légèrement à gauche, puis à droite, avant de plonger sous l'appareil. Les deux chasseurs reviennent ensuite à altitude pour préparer un second passage. À 400 yards, les 109 tirent leurs canons. Plusieurs obus atteignent l'arrière de Hedgehog. Un impact secoue la section de queue, un autre traverse le fuselage à proximité du poste de Cack. L'avion vibre et Hartwell sent immédiatement que quelque chose a changé dans la réponse des commandes. Le sergent Morrison se précipite vers la queue pour évaluer les dégâts. Les câbles de gouverne sont intacts, mais le système de trim est endommagé. Hartwell devra lutter physiquement contre le manche pour maintenir l'assiette de l'appareil jusqu'en Angleterre. Pendant ce temps, les Messerschmitt se préparent à une nouvelle attaque, mais la situation évolue soudain. La YB-40 de Hayes ouvre le feu à son tour. Depuis la tourelle dorsale et les sabords, les mitrailleurs libèrent un volume de feu impressionnant. Les traces convergent vers les deux chasseurs, forçant les pilotes allemands à interrompre leur approche pour remonter en altitude. Les deux bombardiers, malgré leurs avaries et leur lenteur, parviennent encore à dégager un corridor défensif difficile à percer. C'est à ce moment précis, à 17h31, que 4 chasseurs américains P-47 Thunderbolt apparaissent au nord-est. Ils reviennent d'un balayage offensif au-dessus de la Belgique et ont été informés par radio
que des bombardiers isolés sont poursuivis. Les P-47 plongent immédiatement vers les Messerschmitt. Les pilotes allemands, voyant les chasseurs alliés arriver avec une nette supériorité de vitesse, abandonnent la poursuite et se replient en direction de la France. Les Thunderbolt ne les poursuivent pas. Leur mission principale devient d'escorter les deux UYB-40 jusqu'à la côte anglaise. Hartwell profite de ce répit pour vérifier ses jauges. Le carburant restant leur donne environ 37 minutes de vol. La côte anglaise n'est plus qu'à 29 miles. Si les moteurs tiennent, ils devraient atteindre le continent, mais la marge d'erreur est désormais extrêmement faible. Hartwell réalise clairement que, malgré son efficacité défensive, le YB-40 présente un défaut fondamental. Une fois les B-17 allégés après le largage des bombes, aucun YB-40 n'est capable de les suivre. En combat réel, l'appareil censé protéger la formation devient lui-même un poids mort, incapable de remplir sa mission première. À ce moment, Hayes signale une avarie grave. Le moteur numéro 2 de son UYB-40 a perdu toute pression d'huile. Il vient de couper l'alimentation et de mettre l'hélice en drapeau. Son appareil descend lentement et sa consommation sur 3 moteurs est trop élevée pour garantir un retour sûr à Alconbury. Dans les meilleures conditions, il pourra atteindre la côte anglaise, mais sans certitude de rejoindre sa base. La côte apparaît enfin à 17h53. Hayes décide d'effectuer un atterrissage d'urgence. Le premier aérodrome disponible est Eraf Manston, sur la péninsule du Kent, une base souvent utilisée pour les appareils endommagés revenant du continent. Il contacte la tour et déclare une urgence. Les contrôleurs lui donnent immédiatement la priorité. Hartwell observe la silhouette endommagée du UYB-40 de Hayes s'éloigner vers le terrain d'atterrissage, descendant lentement sur 3 moteurs. Hedgehog poursuit sa route vers Alconbury. Le train d'atterrissage devra être sorti manuellement en raison de la rupture hydraulique. À l'approche de la base, Hartwell et son équipage effectuent les procédures nécessaires avec une tension croissante. Le train droit finit par se verrouiller quelques secondes seulement avant l'atterrissage. À 18h18, Hedgehog se pose enfin, lourdement mais sans incident majeur. Au sol, les équipes techniques recensent 16 impacts de balles, une canalisation hydraulique sectionnée, un stabilisateur endommagé et un système de trim inopérant. Le colonel Reed attend Hartwell au parking, impatient d'obtenir son rapport pour cette première mission de combat du YB-40. Hartwell descend du cockpit, épuisé, le visage marqué par la fatigue et l'effort de maintenir l'appareil en ligne droite pendant près d'1 heure et demie. Son verdict tient en 3 mots, il ne suit pas. L'état-major ordonne malgré tout cette nouvelle mission. Peut-être, pense-t-il, que de meilleures tactiques, un positionnement différent dans la formation ou un ajustement des procédures pourraient y compenser la lenteur de l'appareil. Mais les résultats confirment rapidement le défaut fondamental. Le 15 juin, 4 BB-40 partent en mission contre l'Aman. Les 4 décrochent après le largage des bombes. Le 22 juin, 11 BB-40 sont envoyés contre l'usine IG Farben de Hulst. L'un est perdu sous la flaque et les autres rentrent avec des retards importants. Les ingénieurs tentent divers ajustements. Repositionnement des munitions, modification de poids, ajustement du centre de gravité. Rien ne fonctionne. Le problème est simple. Un B-17 chargé de bombes pèse environ 65 000 livres au décollage. Après le largage, il ne pèse plus que 48 000 livres. Le UYB-40, lui, pèse 68 000 livres au décollage, et encore 64 000 après le combat. L'appareil ne s'allège pas, et sa masse excessive le condamne à devenir systématiquement un traînard. Le 28 juin, un dernier test est mené au-dessus de Saint-Nazaire. 6 IB-40 participent. Tous décrochent une nouvelle fois au retour. L'un d'eux reste isolé au-dessus de la France pendant 43 minutes. Les statistiques compilées après 48 sorties montrent 5 victoires confirmées, 2 probables, un appareil perdu et un constat implacable. Tous les KWB-40 terminent leur mission loin derrière leur formation. Les rapports transmis à l'Eighth Air Force confirment ce que les équipages avaient compris dès les premières missions. Le JIB-40 est trop lourd, trop lent et devient systématiquement une cible isolée après le largage des bombes. Les chasseurs allemands l'ont également compris. À mesure que les semaines passent, les pilotes de la Luftwaffe identifient facilement la silhouette inhabituelle du IB-40, reconnaissable à sa tourelle supplémentaire et à ses lignes modifiées.
Ils savent qu'ils volent dans les positions les plus vulnérables de la formation et qu'il ne pourra jamais suivre les bombardiers allégés. Pour eux, l'appareil est une priorité facile, un destructeur volant incapable de se protéger autrement que par son armement. Le général Adolf Galland, responsable des forces de chasse allemandes, examine les renseignements collectés sur le programme. Son appréciation est sans appel. Les victoires revendiquées par les IB-40 ne justifient pas l'effort nécessaire pour les abattre, mais leur vulnérabilité en fait des cibles idéales. Contrairement au concept imaginé par l'USAAF, les pilotes allemands préfèrent attaquer ces bombardiers surarmés car ils savent qu'ils resteront en arrière et qu'ils seront immanquablement livrés à eux-mêmes. Pour eux, le YB-40 est moins une menace qu'une opportunité. Le 29 juillet 1943, les deux derniers YB-40 encore en état de vol participent à une mission contre les triages ferroviaires de Kiel. Comme lors des précédentes opérations, ils décrochent au retour et nécessitent l'intervention de chasseurs alliés pour rejoindre l'Angleterre. L'un d'eux doit se poser d'urgence sur un aérodrome éloigné de sa base. Quelques jours plus tard, en août 1943, le programme est officiellement abandonné. Il n'aura duré que 3 mois. Les 12 Gary B-40 restants sont renvoyés aux États-Unis en novembre. La plupart deviennent des avions d'entraînement pour les mitrailleurs. 4 d'entre eux sont partiellement démontés et reconvertis en B-17 standard. Aucun ne retrouvera les lignes de front. Aucun ne sera préservé dans un musée par la suite. La majorité sera détruite ou réduite à des carcasses d'acier. L'un d'entre eux apparaîtra même brièvement dans une scène de cimetière d'avions du film de 1946, The Best Years of Our Lives. Le Flying Destroyer, né comme une solution ambitieuse, disparaît sans laisser de traces physiques durables. Pourtant, son influence sur la suite du conflit est immense, car au-delà de son échec opérationnel, l'analyse des missions du YB-40 révèle 3 innovations décisives. La première est la plus évidente, la tourelle de nez Bendix, surnommée bientôt Chin Turret. L'USAF constate que chaque fois qu'un UIB-40 engage un chasseur venant de face, l'attaque est stoppée net. Avant cette tourelle, les B-17 étaient vulnérables aux attaques frontales, car les 2 mitrailleuses de joue fixées sur les côtés du nez n'offraient qu'un angle de tir limité. Les Focke-Wulf 190 avaient appris à exploiter cette zone morte en plongeant directement sur la formation depuis 12 heures. La tourelle de nez change brutalement cette réalité. 2 mitrailleuses de calibre .150, 150, commandées depuis le poste du bombardier, couvrent désormais tout l'arc avant avec précision. Dès septembre 1943, Boeing intègre la tourelle Bendix Model A à la production du B-17F tardif, puis en fait un élément standard du B-17G. Les premiers appareils équipés arrivent en Angleterre en octobre. Les équipages surnomment immédiatement la tourelle la réponse à midi. Les rapports montrent que 10 attaques frontales sur 12 sont interrompues avant même que les chasseurs allemands n'ouvrent le feu. La seconde innovation vient du réaménagement des positions de tir latérales. Sur les B-17 standards, les 2 mitrailleurs de sabord sont placés face à face, ce qui provoque une interférence systématique lors des attaques latérales rapides. Les films de combat montrent souvent les 2 hommes se gêner, heurter leurs armes ou bloquer leur champ de tir. Le YB-40 corrige ce défaut en avançant la position du mitrailleur droit d'environ 30 pouces, créant ainsi un dispositif décalé permettant aux 2 tireurs de manœuvrer sans se gêner. Les équipages rapportent une amélioration immédiate de leur performance et une réduction significative des incidents de rechargement. Cette configuration deviendra la norme sur les B-17G. La troisième amélioration concerne la queue de l'appareil. Le mitrailleur arrière du YB-40, le sergent CAC, signale des difficultés récurrentes liées à la visibilité réduite dans l'ancienne configuration des B-17. L'USAF confie alors à l'atelier de modification de Cheyenne le soin de repenser entièrement la position de tir arrière. Ils agrandissent les fenêtres, améliorent les angles de vue, renforcent la protection et installent un nouveau système de montage des armes. Cette nouvelle queue, baptisée Cheyenne Tail, devient elle aussi standard sur les B-17G tardifs. Ces 3 innovations, issues d'un programme considéré comme un échec retentissant, auront pourtant un impact direct sur la survie des équipages. Les statistiques compilées par l'Eighth Air Force montrent que les pertes dues aux attaques frontales diminuent de 71% après l'introduction généralisée de la tourelle de nez.
Entre 1943 et 1945, plus de 8680 B-17G sont produits avec ces améliorations. Elles permettent à des milliers d'équipages de rentrer vivants après leur mission. Le capitaine James Hartwell, quant à lui, termine 16 missions supplémentaires à bord de B-17 Standard. Il complète son tour de 25 missions en octobre 1943 et rentre ensuite en Pennsylvanie. Il ne volera plus jamais sur un BYB-40. Pourtant, en décembre de la même année, il est renvoyé à la RAF Alconbury comme instructeur pour les nouveaux équipages qui reçoivent les premiers B-17AG. Il observe les équipages admirer la tourelle de nez, se familiariser avec son fonctionnement, poser des questions sur son origine. Hartwell leur raconte l'histoire du UGB-40, l'appareil trop lourd, trop ambitieux, trop en avance sur ses capacités, mais dont les idées ont façonné l'avenir de la forteresse volante. Un jour, un jeune pilote lui demande franchement si le programme HCB-40 en valait la peine. Hartwell réfléchit, regarde la silhouette d'un B-17G flambant neuf, la tourelle de nez brillante sous la lumière anglaise, et pense à toutes les attaques frontales que ces avions pourront désormais repousser. Pour lui, la réponse est évidente. Oui, dit-il, chaque minute, chaque mission, chaque impact encaissé par Hedgehog a permis d'améliorer un système qui sauvera des milliers de vies. Le dernier YB-40 vole en mission le 29 juillet 1943. En novembre, les derniers exemplaires encore intacts sont retirés du service. Aucun ne survivra à la guerre. Aucun ne sera restauré ou exposé. L'avion disparaît physiquement, mais son héritage s'inscrit dans chaque B-17G qui survole l'Europe par la suite. Les améliorations issues de son programme sont utilisées dans près de 300 000 sorties de combat et permettent, selon les estimations, d'éviter environ 2300 pertes. L'histoire retient souvent les succès. Les victoires éclatantes, les programmes qui fonctionnent, les machines qui deviennent des légendes. Le B-17G en fait partie. Le UGB-40, lui, tombe dans l'oubli. Pourtant, ces échecs ont guidé des avancées décisives. Ils ont montré qu'un concept mal exécuté peut malgré tout renfermer d'excellentes idées et que même une erreur coûteuse peut produire des solutions essentielles. Aujourd'hui encore, au Musée national de l'US Air Force à Dayton, un B-17G restauré porte fièrement sa tourelle de nez. Une plaque mentionne qu'elle faisait partie de l'équipement standard du modèle G, mais aucun texte n'évoque le UGB-40 qui l'a fait naître. Pourtant, derrière chaque forteresse volante et sauvée, il y a l'ombre discrète de ce programme oublié. Le Flying Destroyer n'a pas gagné sa place dans les musées, mais il l'a gagné dans l'histoire.